Internet a bouleversé ma vie. Yo tout le monde, je m'appelle Tristan, nous sommes actuellement en pleine période de confinement, autant vous dire qu'il m'est difficile de comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Difficile? Vraiment? Pas totalement. Aujourd'hui, avec Internet, il nous est possible de tout faire, que ce soit travailler, commander de la nourriture, assouvir ses besoins sexuels les plus étonnants. En clair, Internet est devenu notre seconde maman. Ne vous me prenez pas, hein, je n'ai pas de relation avec ma mère. Si je peux aussi facilement comprendre ce qui se passe dans le monde, sans pourtant le côtoyer, c'est avant tout grâce, ou à cause, mais on y reviendra plus tard, aux différents médias, ainsi qu'à la numérisation de ces derniers. Pur produit de la génération Z, influencé par mes aînés milléniaux, je suis né avec une souris et un clavier dans la main, et fait ma première recherche sur Google à mes 7 ans. Ouais, c'était top Aredida. Les vrais footeux se souviendront, mais c'est pas ouf. J'ai vu naître certaines personnalités connues, comme Norman ou Cyprien, et malheureusement connues Dailymotion et MySpace. Il est donc évident de dire qu'Internet et les médias numériques ont bouleversé ma vie, ont influencé le jeune adulte que je suis aujourd'hui. Et la presse dans tout ça, me direz-vous? On n'est clairement pas dans une vidéo sur ta vie, espèce de démago pourri. Je serais cependant bien obligé de continuer mon histoire. Mais ne partez pas, c'est maintenant que tout va devenir intéressant. Très jeune, de nature curieuse, et issu d'une famille, coucou papa, salut maman, qui m'a poussé à toujours plus savoir, j'ai découvert en quoi les outils du numérique pouvaient me permettre d'apprendre. Apprendre, oui, mais à quel prix? Comment distinguer le vrai du faux? La raison de l'émotion. Il est déjà difficile d'apprendre le nom de toutes les capitales de l'Union Européenne, alors faire savoir preuve d'esprit critique quand on est encore un enfant, quelle barbe! Il serait pourtant dommage de se passer de cette quantité de savoir désormais disponible. Mais, depuis quand les gens ont accès à autant de savoir? Depuis quand la connaissance s'est-elle démocratisée? Est-ce que cet accès aussi facilité n'est pas un danger pour le savoir avec un grand S? Petite remise en contexte. Si Internet fut la grande révolution de notre monde actuel, marquant une rupture profonde dans nos habitudes de consommation, de coutumes, de vie, de connaissances, il est au XVe siècle une invention encore plus prestigieuse, que l'on doit à un jeune habitant de Rhénanie, Johannes Gutenberg. Si on lui attribue, parfois à tort, l'invention de l'imprimerie dans le monde, il est cependant vrai que l'invention d'une presse typographique permet une multiplication de grand nombre d'exemplaires identiques. Il n'est ainsi plus obligatoire de passer par des monastères. Le temps gagné est considérable, les coûts le sont tout autant. La démocratisation progressive des ouvrages et du savoir peut enfin se mettre en place, même si, soyons réalistes, le faible taux d'alphabétisation ainsi que le coût encore important des ouvrages et des écrits n'encouragent pas encore à une diffusion massive des informations. Revenons néanmoins en France, plus précisément en mai 1631. La France de Louis XIII voit alors apparaître son premier journal officiel, intitulé La Gazette, par Théophraste Renaudot, ancien protestant, membre de la cour royale, proche du cardinal Richelieu ainsi que du roi de France lui-même. Il parvient rapidement à s'imposer comme presse de référence au sein du royaume de France, l'État lui accordant le monopole à lui et ses successeurs dès 1635. Si après la mort du roi Louis et du cardinal, sa carrière prit du plomb dans l'aile, la personnalité de Renaudot marquera à jamais le monde littéraire et journalistique français. Ce dernier donnant son nom à un célèbre prix de littérature, fondé en 1925. La Gazette apparaît alors comme un journal servant le pouvoir en place. Appuyée par le cardinal Richelieu, elle doit servir à appuyer sa voix politique durant la guerre de 30 ans. La Gazette doit chercher à célébrer la gloire royale. Nous sommes alors très loin de l'esprit contestataire que nous pouvons y connaître aujourd'hui. Et sert plus à une transmission du pouvoir, plus que d'une réelle critique du pouvoir lui-même. Il est aussi également important de comprendre que l'ampleur de ce journal reste globalement modeste. Ainsi, plus de 100 ans après sa création, elle ne comprend que moins de 8000 lecteurs hebdomadaires. Ceci s'explique par plusieurs facteurs évidents. La faible alphabétisation du monde rural et l'ampleur des tarifs d'abonnement limitent la diffusion du journal en dehors de milieux intellectuels bourgeois et nobles. La démocratisation progressive de la Gazette amène cependant, au XVIIe et XVIIIe siècle, à l'essor de journaux divers, spécialisés dans quelques domaines. On peut penser par exemple au Mercure Galant, fondé en 1672, le Journal encyclopédique, fondé en 1756, qui, fait intéressant, est publié à Liège, en actuelle Belgique, mais distribué en France, l'objectif étant bien évidemment de contourner les règles de censure.
Cette diversification des sources d'information politique a permis le développement d'une lecture comparative et critique. Dans une Europe où les idées des Lumières se propagent et cherchent à se diffuser au plus grand nombre, la multiplication des journaux politiques et quotidiens plus généralistes contribue à l'essor des questionnements autour de l'ordre social, des fondements de la société d'Ancien Régime. Cette presse d'Ancien Régime, si elle reste réservée encore à une élite, permet d'introduire un nouveau concept fondamental, celui de l'opinion publique. Ainsi, en 1785, à la veille de la Révolution française, nous avons plus de 80 périodiques qui composent alors le paysage médiatique français. Je pense cependant faire une erreur, et mon erreur est typique de la génération Z, celle de vouloir aller trop vite. Comment comprendre l'impact de la presse et des médias, ainsi que des informations qu'elle nous relaie, sans chercher à comprendre ce que ces mots sous-entendent? Arrêtons-nous à l'essentiel. Si on se fie à la définition du Hachette, on parle alors de tout moyen de large diffusion de l'information, que ce soit par tout type de supports divers. Pour ces informations, il existe finalement autant de définitions qu'il y a de supports. Néanmoins, une idée subsiste, celle d'une action de transmission, une transmission d'un ensemble de savoirs, de données, de connaissances fondamentales. C'était d'ailleurs le sujet de notre première question, et j'ai eu le droit à diverses réponses. Est-ce que tu regardes souvent les infos et si oui, sous quelle forme? Je passe pas énormément de temps à regarder les informations. C'est vrai que moi généralement je fais un peu plus de veille informationnelle sous forme de flux RSS ou de follow sur Twitter. Donc ça veut dire que les médias qui m'intéressent, je les suis ou alors j'active leur fil d'actualité pour recevoir directement par mail les brefs d'informations et j'ouvre celles qui m'intéressent ou alors quand j'ai un sujet précis sur lequel je cherche des informations, je vais essayer de me renseigner en étant le plus précis possible sur ce que je recherche, donc affiner un peu mes recherches par rapport au sujet sur lequel je vais travailler. Ok, donc t'as vraiment ce côté où tu scrolles un peu sans vraiment t'arrêter, et quand t'as un sujet qui par contre aiguise ton intérêt, tu vas aller dans des recherches plus profondes, mais sur Internet. Voilà. Après, c'est vraiment plus sur Internet que je lis les informations. Mhm. Donc après, moi, dans le cadre de mes études, voilà, c'est plus, c'est pas vraiment comme on dit, scroller jusqu'à trouver des informations. Nous, ce qu'on essaie de nous apprendre, c'est être le plus rapide possible dans ses recherches, éviter de passer trop de temps à rechercher l'information. Donc on apprend un petit peu à faire de la veille informationnelle, ou sinon après, oui, moi, pour mon temps libre, pour ma culture générale personnelle ou ma curiosité, c'est vrai que je peux tomber juste sur Google avec les articles proposés sur différents sujets, ou alors sur YouTube dès qu'il y a de la vulgarisation scientifique ou de l'information qui est à portée de main par des journaux, par exemple comme Le Monde, qui diversifie un peu ses plateformes et qui propose des vidéos sur l'actualité, ou France 24, Hmm. je clique dessus, je m'intéresse, donc voilà. Ok. Et tu passes pas du tout par des médias plus traditionnels, c'est-à-dire la presse écrite, la télé, la radio? Alors, en soi, la presse écrite, si, mais après, c'est plus sur leur plateforme web. Ok. Donc, c'est vrai que les articles, le problème en ligne, c'est que ils sont très souvent payants. Donc, moi, l'avantage que j'ai, c'est que de par ma formation, avec l'université de Rennes, j'ai accès à Europress qui permet de débloquer une large partie des articles. Donc généralement ça m'arrive de lire des articles de l'UMA, du Figaro, de Libération, du Monde. Donc généralement c'est ces quatre grands médias-là, donc soit sur des sujets, comme je l'ai dit, qui m'intéressaient personnellement et qui du coup par curiosité je vais lire, ou alors dans le cadre de recherche pour mes études de communication. J'aime bien, j'aime bien être informée de tout ce qui se passe, mais comment dire, je regarde beaucoup Quotidien. Je sais pas si tu connais, Mhm. Bien sûr. avec Yann Barthès. Mhm. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien regarder des infos aussi sur France 2 ou sur TF1, mais D'accord. je préfère quand c'est plus sous un angle critique et comique. Ok. J'ai plus confiance Mm. aux infos qui sont diffusées par Yann Barthès et Quotidien que par TF1 et France 2. D'accord. Mais tu restes quand même finalement sur des médias assez traditionnels.
t'es pas forcément... Est-ce que tu t'informes un peu par le biais d'Instagram, par le biais de... Ouais, pas mal sur Instagram et puis le bouche à oreille aussi, hein. Mhm. Après, je vérifie quand même ce qu'on me dit, mais ça, c'est beaucoup sur bouche à oreille, surtout en ce moment avec le coronavirus, toutes les réformes, par radio aussi. Mhm. J'aime bien m'informer par radio sur France Inter, D'accord. mais voilà. Ok. Avant je regardais assez souvent, mais plus en lisant les articles directement sur mon téléphone, que ce soit Le Monde, Le Figaro en général, et puis après des journaux plus spécifiques, plus marqués, on va dire, politiquement. Si d'un côté Libération, mais de l'autre côté, bah là, récemment, là, je lis pas mal l'Étudiant Libre, ce petit journal étudiant de droite. Ok. Donc avant, ouais, je lisais pas mal. Maintenant, c'est juste ponctuellement. Je suis D'accord. plus trop vraiment les infos. Ok. D'accord. Et parce que t'as plus le temps, parce que t'as moins envie, Parce que d'une part, ouais, j'ai un peu moins le temps. D'autre part, parce que j'ai peut-être moins l'envie. Vu comment vu comment ça fait beaucoup parler, je préfère rester un peu loin de ça. Je lis que les informations importantes, mais tout ce qui est d'ordre très politique, très politisé, j'essaie de m'en éloigner un maximum, histoire de pas trop me prendre la tête. D'accord. Ce qui est quand Je même, me dis qu'il y a un temps pour tout. ce qui est quand même plutôt paradoxal, alors que tu affirmes que tu lis un journal qui s'appelle Le Petit Étudiant et qui est quand même un journal que tu marques à droite, Non, directement. l'étudiant libre. L'étudiant libre, Si, non excuse-moi. mais je le lis très rarement, hein. D'accord. Je lis ce journal en même temps que je lis Libération, si tu veux. D'accord. Ok. Alors oui, effectivement, je regarde ça. Alors sous quelle forme c'est beaucoup sur Internet, parce que entre deux articles, entre deux choses qu'on peut faire dans la journée, c'est vrai qu'on va aller... j'ai plutôt tendance à aller un peu sur les réseaux sociaux ou sur Internet, cliquer sur un lien ou deux par-ci par-là, et puis finalement, on se retrouve à lire plusieurs articles comme ça. Donc c'est vrai que ouais, je vais pas mal sur Internet, soit pour lire des articles, ou alors pour parfois aussi des flash infos qu'on peut retrouver des fois en condensé, choses comme ça. Donc je regarde je suis plutôt l'actualité de cette manière-là, et puis aussi évidemment dans le Telegram, puisque bon, on l'a sous les yeux tous les jours, donc forcément on regarde un peu ce qui s'y est écrit, ce qu'on retrouve dedans, et puis voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça, avec de temps en temps le journal télé le 20h le soir, mais ça c'est moins le cas peut-être parce que des fois voilà, je suis pas forcément disponible à cette heure-là, mais c'est beaucoup effectivement dans le Telegram, bien sûr, puisque je l'ai avec moi, et donc sur Internet après en surfant un peu à droite à gauche, quoi. Ok. Donc t'as une vraie alternance finalement entre médias plus traditionnels, c'est-à-dire la presse écrite et un peu presse Ouais. télévisée, et avec les médias numériques d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, en sachant qu'avec le Telegram aussi, maintenant il y a beaucoup, ça tend aussi vers le numérique, hein, comme beaucoup de journaux, il y a beaucoup de tout le contenu maintenant on le retrouve aussi sur le web, donc on peut le lire aussi de cette manière-là, mais oui, je reste quand même attaché de manière générale au papier. Ok. Ce qui frappe ici reste avant tout le fait que tous mes intervenants consultent les informations. La presse. Il se pose alors une question de fond. Soit nous avons de la chance, car toutes les personnes interrogées sont des gens curieux, avisés, soit il est honteux de ne pas s'informer, et ces derniers préfèrent me mentir ouvertement, soit l'échantillon choisi ne représente que trop faiblement l'intégralité de la population. Si je ne me suis jamais fié à la chance, et que ces personnes sont venues en sachant qu'elles n'avaient rien à gagner à nous mentir, il serait cependant plus discutable de considérer que notre échantillon choisi soit éloigné des problématiques du monde réel. Si certains médias cités ici, nous pouvons penser à Instagram, éventuellement Facebook, ou de manière plus incongrue, le Telegram et le Ouest France, font l'objet d'autant de débats et de polémiques quant à la qualité des informations transmises, c'est bel et bien parce que ces informations et son savoir circulent. Cette démocratisation de la connaissance et du savoir, fondamentale dans notre République française, portée par la valeur de la Charte européenne des droits de l'homme, à travers l'article 11, qui est une réussite sociale et politique, car elle fait de nous, Français et Européens, des citoyens avisés, ayant l'opportunité d'étendre notre savoir, de développer notre culture, ou, comme le dit si justement Louise, s'informer de tout ce qui se passe. Tout ce processus résulte cependant d'un travail de fond, que nous devons d'expliquer. Et pour cela, un retour dans le temps s'impose. En consacrant le principe de liberté d'expression, la Révolution française permet une multiplication des journaux, et l'avènement d'un journalisme fondé sur la communication des opinions
et le compte-rendu des actes du pouvoir. Très rapidement, cependant, l'époque dorée d'une presse complètement désenclavée de toute considération politique est vite révolue. Dès sa naissance en tant que média à part entière, on comprend sa puissance, mais également sa dangerosité. Instrument majeur lors des luttes électorales et idéologiques, on comprend facilement pourquoi les régimes les plus répressifs ont rapidement cherché à la canasser. Ainsi, et jusqu'en 1870, la presse se verra muselée par la majorité des régimes établis alors en France. Tout commence pourtant de la meilleure des manières. À la suite de la Révolution, la nouvelle Constitution française proclame sur le plan politique que la liberté d'expression est érigée en droit naturel dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L'article 11 affirme ainsi que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. Cette dernière nuance sera finalement toute la clé de l'établissement de la presse et du savoir à travers l'État français. Cette mesure étant suffisamment floue pour permettre un contrôle plus restrictif du droit à l'information. Dans les premières heures de la Révolution se met pourtant une véritable démocratisation de la presse. Ainsi, selon l'historien Gilles Fayel, en 1791, c'est déjà plus de 100 000 journaux qui quittent chaque jour la capitale, conséquent d'un processus d'alphabétisation, ainsi que d'une réduction globale des coûts, qui permet la diffusion plus massive de ces quotidiens. Du patriote français de Jacques-Pierre Brissot, chef du club politique des Girondins, qui fera écho aux plus historiens d'entre vous, ou le journal plus monarchiste Amis du Roi, publié entre 1790 et 1792, chaque courant politique est ainsi représenté, permettant une pluralité des discours, propice à l'essor des idées politiques nouvelles et à la bonne santé de la démocratie. Cependant, dès l'été 1792, la presse redevient un instrument au service des pouvoirs publics en place. Les pouvoirs se rendent compte de l'aspect épineux de la question de la presse. En témoignent les 42 ordonnances, lois ou décrets institués entre 1789 et 1881 autour de celle-ci. Qu'ils soient républicains, monarchistes ou bonapartistes, les gouvernants imputent tous aux journaux la capacité de former l'opinion ou d'éveiller les passions populaires, et s'en servent comme instrument de pouvoir ou de menace, comme l'imaginait alors le cardinal Richelieu lors de la fondation de la Gazette. Les lois les plus emblématiques de cette époque restent en France les lois de Serres, établies en 1819 sous Louis XVIII, loi de libéralisation de la presse. Dès 1820 et l'attentat du duc de Berry, alors héritier de la couronne, par l'ouvrier Louvel, mais aussi en 1835, lors d'une période plus difficile pour le roi Philippe d'Orléans, ainsi qu'en 1848, lors des révoltes ouvrières. L'une des premières lois modifiées aborde le sujet de la presse. A l'inverse, chaque séquence révolutionnaire connaîtra le XIXe siècle français fera l'état d'une libéralisation de la presse et d'une multiplication des journaux et papiers divers. Tout ceci résulte alors de logiques conjoncturelles, marquées par une instabilité globale des pouvoirs en place, ce qui amène à des phases de libéralisation et de durcissement de la presse et des médias. Si ces derniers se démocratisent en même temps que la population s'urbanise et s'alphabétise, elle est encore loin d'être l'instrument populaire et fondamental de nos sociétés actuelles. Il nous vient alors à l'esprit plusieurs réflexions. Et si tout ce que nous disait ce charmant jeune homme était faux? Et si ce dernier, en parlant de lui à la troisième personne, ne faisait pas preuve de trop de démagogie? Cet homme fait-il l'amour en se regardant dans le miroir? Si pour des raisons évidentes, je ne peux répondre à ces dernières questions, sachez que tout ce travail est sourcé, vérifié. Vous pourrez ainsi retrouver l'intégralité de ces documents en description de cette vidéo. Mais, vous avez raison, on m'a trop entendu. Laissons place à nos intervenants. Pour en revenir du coup à cette numérisation des médias qui est faite par Internet, par les différents outils numériques au global, est-ce que vous voyez cette dernière comme un danger? Et que ce soit oui ou que ce soit non, pourquoi? Alors ça, c'est pas un angle d'approche j'ai pensé que c'est un danger, c'est un danger vraiment pour la presse écrite, pour la presse papier, mais je veux dire, un danger du point de vue du fonctionnement de la démocratie, de l'espace public. Je ne vois pas forcément un danger, non. Tout dépend si vous voulez, le média lui-même ne présente pas, me semble-t-il, un danger en soi. Il y a danger à partir du moment où le contenu de l'information diffère selon le type de média, mais est-ce que c'est démontré? Je ne le sais pas. Par exemple, on peut très bien accéder, le journal auquel je suis abonné, comme tous les journaux maintenant, tous les quotidiens, à une version numérique, mais c'est le même contenu, donc de ce point de vue-là, je ne vois pas un danger. D'accord, ok. Bah non,
Ben non, au contraire. Enfin, je trouve que la numérisation des médias, ça rend l'information plus accessible. Par exemple, je prends l'exemple de mon petit frère qui a 15 ans ou même de plein de potes à moi. Quand on n'a pas le temps, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'aller se renseigner dans les médias et de voir genre en 3 slides les infos du jour, quoi. Ça permet de rester à l'heure et puis de pas être trop perdu et puis ouais, voilà. Enfin, c'est rapide, quoi, et accessible, donc c'est bien. Alors, je pense que c'est définitivement, il y a définitivement une partie danger là-dessus, du fait sur les médias, sur Internet, c'est beaucoup plus simple, ne serait-ce que de forger quelque chose, et donc finalement, c'est beaucoup plus simple de faire passer les fausses informations. Donc, sans reprendre ce que dit Trump, évidemment, je pense que le développement des fake news, c'est beaucoup plus Internet, les médias, tout ça, c'est propice au développement des fake news. Donc, il y a définitivement un danger. Après, je trouve ça plus intéressant, surtout dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui, de se tenir informé avec son téléphone, c'est beaucoup plus pratique. Il y a les sites ou les applis comme Le Monde et tout, qui c'est comme un journal papier, mais en même temps, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Donc, il y a définitivement un danger, mais je pense que les avantages, à partir du moment où on se tient bien informé de ce qu'on regarde, les avantages le danger possible, je pense. D'accord, ok. Un danger dans le journalisme, je pense que oui, puisque les professionnels sont moins écoutés au profit des amateurs, je pense, et qui proposent parfois du contenu avec peu d'intérêt. Mais bon, après, ça dépend vraiment du sujet. Et sinon, est-ce que c'est un danger en général ? Je ne pense pas. C'est des personnes qui s'expriment, donc est-ce que des personnes qui s'expriment sont réellement un danger ? Ça m'étonnerait. Là encore, pour une question aussi complexe, difficile d'obtenir une réponse tranchée. Cependant, quelques grandes idées reviennent finalement assez fréquemment. Le premier concept évoqué est celui de la pertinence du savoir exprimé, qui fait lien avec la qualité des sources utilisées. Si Internet permet une multiplicité d'articles et de vidéos abordant un même sujet, il va de soi que tous ces contenus restent globalement assez inégaux. On en vient donc facilement à l'idée suivante. Malgré le fait qu'Internet et les outils du numérique nous amènent l'information, c'est désormais à nous, internautes et citoyens, de savoir faire le tri quant à la pertinence de ces dites informations. Ce travail de gatekeeper, ou de portier, propre aux journalistes, que théorise Dominique Cardon dans son ouvrage Culture numérique, est ainsi réalisé directement par l'internaute. Internaute qui n'a pas toujours le temps ou les ressources intellectuelles et techniques pour savoir distinguer le vrai du faux, la raison de l'émotion. Ces infos basiques de merde, comme l'énonce Bréval, servies de manière brute, peuvent finalement plus desservir la cause des médias numériques. Le principe même de fake news, évoqué plusieurs fois durant ces entretiens, est un principe fort ancien, puni par l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse écrite, puni d'une peine de 6 ans d'emprisonnement. Le second concept important aborde une idée fondamentale dans le monde de la communication et de la publicité, un adage finalement assez connu. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. S'il nous semble inopportun d'avoir à payer pour lire un article sur le web, c'est bel et bien car cette pratique est éloignée de la culture internet. Ainsi, vous n'aurez rien à payer pour regarder cette vidéo sur YouTube, voir le score du match des Raptors de Toronto de la nuit dernière, ni même écouter le dernier tube de Rihanna ou de n'importe quelle autre grande pop star internationale. Tout ceci nous semble normal, alors qu'il s'agit finalement du seul média pour lequel nous n'avons rien à payer. La contribution à l'audiovisuel public permet le financement des groupes de télévision, des radios. Vous payez pour votre journal papier. Et malgré quelques volontés de financement par le CNC et le CSA ces dernières années autour de contenus audiovisuels français, la majorité des contenus internet restent entièrement gratuits. Gratuits ? Vous êtes sûr ? On ne s'intéresse pas ici aux différents moyens envisagés par les créateurs de contenus sur internet pour financer leurs projets. On peut par exemple penser au sponsoring, au crowdfunding, aux ventes de produits dérivés, mais bel et bien des annonces publicitaires. YouTube, site de partage de vidéos le plus célèbre au monde, permet à ses créateurs de contenu de monétiser leurs vidéos en plaçant des pubs autour de ces dernières. En général, une au début et une au milieu de chacune de leurs vidéos. Or, en se basant sur l'intérêt que nous portons à ce contenu, on va utiliser notre temps de cerveau disponible afin de maximiser notre niveau de consommation de tel ou tel produit.
Nous avons le même procédé possible sur les articles des différents grands groupes de presse. Idem pour les réseaux sociaux, à travers le contenu sponsorisé. Ainsi, si nous avons l'illusion que ce que nous consommons sur Internet est gratuit, c'est bien parce que ce produit est suffisamment intelligemment modélisé pour nous donner l'illusion que nous sommes libres. Au-dessus de tout ce système payant, vu comme traditionnaliste, y compris par nos intervenants. À m'entendre, vous devez sûrement vous dire que je déteste les médias numériques. Si tout ne me plaît pas dans ce nouveau système, c'est bien parce que j'en fus l'un de ses premiers défenseurs. Je me souviens débattre avec mon père et ma mère autour de la qualité des contenus et du potentiel global que représentaient les vidéos de Diablo X9 et Total Mentum. Bon, on ne peut pas toujours avoir le nez fin. Je fus cependant rapidement intrigué par les travaux d'un certain Hugo Décrypte, rédacteur en chef du média web Radio Londres. Coucou Éloi, si jamais tu passes par là. Comprendre la puissance que représentaient alors ces médias web. Il était également fondamental pour moi de comprendre en quoi le numérique représentait l'avenir de la presse. Idée que défend d'ailleurs le plus journaliste de mes intervenants, Gaëtan. Cette numérisation des médias, toi te concerne en tant que journaliste, est-ce que tu la considères comme un danger? Et que ce soit oui ou que ce soit non, pourquoi? Non, je pense pas. Je pense pas parce que finalement les gens maintenant, s'il n'y avait pas de numérisation, est-ce que les gens continueraient finalement à s'informer, à lire et tout ça, les informations qu'il peut y avoir ici ou là? Je sais pas, je suis pas certain. Donc ça permet, c'est juste une autre manière de transmettre l'information. Maintenant, ça n'empêche pas de rester attaché d'une manière ou d'une autre au papier. Comme voilà, moi j'aime bien lire de temps en temps aussi sur le journal. Et je pense pas que ce soit un danger parce que pour les journalistes, déjà la manière de travailler est un peu différente parce qu'il faut apporter plus de contenu. Il peut parfois y avoir amené un peu de vidéos, par exemple, ce qu'il n'y avait pas évidemment quand il n'y avait que le papier. Mais voilà, finalement, je pense pas que ce soit un danger. Je pense plus que ça permet d'enrichir les informations quand c'est nécessaire. Parce que effectivement, on va pouvoir apporter peut-être, au lieu de mettre qu'une photo dans l'article, sur la plateforme numérique, on peut en mettre plusieurs. On peut apporter aussi de la vidéo. Au niveau lignage, on est un peu plus libre aussi. Donc non, je pense pas que ce soit un danger, mais plus un enrichissement de l'information quand c'est nécessaire et quand ça se justifie, quoi. D'accord, ok. Donc finalement, plutôt positif, ce qui est quand même, c'est quand même fort de dire ça, étant donné que toi t'es journaliste et que du coup tu vis aussi de ce métier-là, et que la numérisation, on l'entend souvent aujourd'hui, ça détruit aussi beaucoup d'emplois, et que t'es ce discours... Ça détruit oui et non, effectivement, il y en a peut-être qui peuvent disparaître, mais en même temps, il y en a d'autres qui émergent. Voilà, tout ce qui est... avant, il n'y avait pas toutes ces personnes-là qui traitaient, on parlait de vidéos, les gens qui traitaient les vidéos que les journalistes, correspondants, etc. pouvaient fournir. Maintenant, il y a des gens qui font ça aussi dans les journaux, quoi, qui sont employés à ça. Donc finalement, ça crée aussi de nouvelles branches. Alors il y a peut-être certains postes qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui émergent à côté. Donc l'un dans l'autre, je sais pas finalement si ça gêne. Voilà, si ça a un impact plutôt négatif, je pense pas quand même. C'est vrai que oui, pour certaines personnes, ça peut l'être. Après, d'une manière générale, je pense que ça amène aussi d'autres postes dans le métier, en fait. Ok, d'accord. Donc ça, finalement, le média évolue plus que... Il stagne pas. Oui. Ouais. C'est ça, ouais, il évolue parce que l'époque aussi fait qu'il faut avancer comme ça. Beaucoup de gens maintenant, alors il y en a quand même beaucoup qui achètent le journal encore en papier, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de gens maintenant à lire ou à prendre des abonnements à différents journaux sur Internet. Donc c'est une manière aussi de faire qui est différente, et je pense que les journaux aussi doivent s'adapter finalement à la pratique des lecteurs. En fait, les lecteurs, ils aiment bien. Maintenant, c'est beaucoup plus de cette manière-là sur Internet plutôt que d'acheter le journal, même s'il y en a encore beaucoup bien sûr qui le font, mais voilà, on tend plus vers là, et forcément les journaux doivent s'adapter à ça, ouais. D'accord, ok. Très bien. Le principe qu'il avance dans cet extrait prend un nom en économie. On parle alors de destruction créatrice. Un concept théorisé par l'économiste autrichien Joseph Schumpeter, qui voit se produire de façon simultanée la disparition de secteurs d'activité économique conjointement à la création de nouvelles activités économiques. Sans numérique, plus de presse, car sans internautes, plus de médias. En écrivant ces lignes, il me vient alors une question. Depuis quand la presse est-elle devenue si fondamentale dans nos vies?
S'il n'existe pas de peuple ni de génération plus ou moins intelligente que les autres, car, comme le disait si justement Montaigne, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, cette volonté de tout savoir et de tout expliquer semble finalement être le résultat d'un processus assez récent. Je pourrais aborder avec vous la théorie des 3 états d'Auguste Comte, principe finalement assez célèbre en philosophie. Mais ce serait de 1, inutile dans mon développement, et de 2, peut-être un peu relou. Je pense que vous avez suffisamment de concepts aujourd'hui. Pour comprendre alors ce principe, revenons à ce qu'on a appelé en France la Belle Époque. De plus en plus, la presse tend à devenir une industrie qui, subissant la loi fatale de l'offre et de la demande, est tenue de se plier aux exigences de sa clientèle, avide d'une marchandise à la fois bon marché et de bonne qualité. Si ces mots sont si bien choisis, c'est bien parce qu'ils ne viennent pas de moi. Ici, l'idée exprimée par le publiciste Henri Avenel témoigne de la multiplication des grands quotidiens d'information depuis l'avènement de la Troisième République. Si ce développement de la presse est rendu possible en France, c'est avant tout grâce aux lois du 29 juillet 1881. Sans entrer dans de profonds détails, elle est alors vue comme la loi permettant la fondation d'une presse libre. À cet égard, la Belle Époque, qui dura de 1890 à 1910, est vue comme une période de prospérité, d'espoir dans toute l'Europe. Elle tend à l'avènement de la massification des médias et amène les journaux dans la modernité du XXe siècle. Ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, nous avons bel et bien 4 quotidiens français distribués à plus d'1 million d'exemplaires. Le Petit Parisien, le Journal, le Matin et le Petit Journal. Pour une population de 20 millions d'adultes, c'est plus de 10 millions de tirages quotidiens. Le journal s'impose ainsi dans le quotidien des Français. Il devient une habitude, prise entre le café et le repas. Une habitude que l'on retrouve chez nos intervenants. L'urbanisation de la population fait du journal de presse un objet ancré dans le quotidien des Français dans cette époque. Son coût est alors vu comme dérisoire, et l'alphabétisation recule au sein des milieux les plus modestes. La France s'intellectualise, prend conscience du monde qui l'entoure, quitte sa campagne pour rejoindre la ville. Elle cherche donc à s'instruire, à y développer une culture commune. Le pouvoir alors en place voit d'un bon œil cette diffusion des journaux. Elle permet d'éduquer la masse des citoyens. Cette démocratisation de la presse amène une évolution du format. On cherche à le rendre plus accessible, plus corrosif, avec des caricatures, des images, l'importance des couleurs, un développement parfois plus appuyé à travers la naissance des suppléments. C'est également une ouverture à d'autres publics. En 1904 est créé le Petit Journal de la jeunesse, extension du Petit Journal pour les enfants. En 1901, le magazine Femina, l'un des premiers magazines féminins consacrés à la mode, fournit l'image d'une femme moderne, séduisante. Et si nous sommes encore loin de l'ampleur des combats féministes que nous avons pu connaître dans les années 70, ainsi qu'aujourd'hui à travers le mouvement MeToo, ces journaux parviennent alors à faire évoluer les mentalités. Il se développe ainsi une presse pour tous les goûts, tous les genres, toutes les bourses. Il est alors difficile d'imaginer que cette période sera l'apogée de cette presse écrite, cette dernière déclinant progressivement à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Parler de la presse de cette époque sans parler de l'affaire Dreyfus serait une grave erreur, car, sans presse, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus. Faisons un bref rappel des faits. Un homme, le capitaine Alfred Dreyfus, d'origine juive, est accusé de contre-espionnage des services de renseignement allemands. Il est donc condamné au bagne à perpétuité, pour trahison, et envoyé sur l'île du Diable, à la fin d'année 1894. En vérité, le lancement de cette affaire est marqué par la publication dans le journal ouvertement antisémite Libre Parole, en décembre 1814, la condamnation de cet officier juif par le tribunal militaire, entraînant une vague de réactions antisémites et xénophobes envers le juif allemand, Alfred Louis Dreyfus étant d'origine alsacienne. Il n'existe aucun doute quant à sa culpabilité. Cependant, des interrogations commencent à émerger progressivement à partir de 1896. Ainsi, le polémiste Bernard Lazare mène une contre-enquête, et vient à démontrer l'innocence de Dreyfus. Il parvient ainsi à rallier à sa cause le sénateur Auguste Scheurer-Kestner, qui publie, dans son journal Le Temps, le 13 novembre 1897, où ce dernier relance le débat en publiant une lettre du parlementaire affirmant que l'officier n'est pas coupable. Les doutes remontent ainsi sur l'officier Esterhazy, qui sera cependant acquitté le 11 janvier 1898. 2 jours plus tard, le célèbre écrivain Émile Zola publie dans le journal L'Aurore une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure. On voit ainsi l'émergence d'un clivage en France, celle d'une France intellectuelle, de gauche, dreyfusards, incarnée par des journaux tels que La Petite République de Jean Jaurès, L'Aurore, dirigé par Georges Clemenceau, ou Le Figaro, face à des journaux plus conservateurs, anti-dreyfusards, comme Le Petit Journal, ou le journal catholique La Croix, qui défendent cette révision du procès. Sans entrer en profondeur dans les détails des suites du procès, il apparaît cependant inéluctable que l'affaire Dreyfus marque un tournant dans l'histoire de la presse en France.
l'histoire prenant une place fondamentale au sein du débat public. On parle alors d'une véritable division au sein de la société française. Ainsi, la grande presse, à la veille de la Grande Guerre, a contribué à bâtir le consensus républicain et à participer à l'homogénéisation sociale en nourrissant, par ses contenus, des valeurs de référence communes. Elle est donc, à l'instar de l'éducation nationale, l'un des éléments fondamentaux dans l'ancrage de la République et la démocratie en France. Ma troisième question sera la suivante. Est-ce que tu considères que les journalistes sont une menace pour la démocratie? Je sais que cette question peut sembler paradoxale, mais j'aimerais quand même que tu... Ça peut paraître très dictateur, oui. Ça... Non, pas vraiment. Dans le sens où... en soi, ce qu'on cherche en démocratie, c'est avant tout la vérité. De mieux représenter les choses au maximum, d'être franc, de ne pas cacher les choses. Et pour ce côté-là, les médias sont censés, les journaux, les nouvelles, sont censés faire en sorte que tout soit su par la population et qu'il n'y ait plus de choses cachées. Et il a raison en soi. Si normalement un politicien ne devrait rien avoir à cacher, il ne devrait pas avoir honte. S'il était honnête, il ne devrait pas avoir peur des médias. Mais aujourd'hui, on a quand même des médias qui cherchent avant tout à décrédibiliser une certaine personne, à ruiner sa tentative de politique. On peut évoquer Canard enchaîné qui a complètement détruit les chances de Fillon aux élections présidentielles. Mais en même temps, lui, il avait cherché, il n'a pas respecté la loi. La loi comment dire, l'a condamné pour ce qu'il a fait. Il n'y a pas à en discuter, mais globalement, je n'ai pas le souvenir de médias qui ait vraiment détruit, qui ait empêché cette démocratie. Comment dire, même au contraire, ils essayent d'y contribuer, hein, même si, bon, parfois, ça va pas dans leur intérêt. On pense, moi, ça me rappelle ce qui s'était passé pour les élections présidentielles où il y avait eu un grand débat sur TF1 ou je sais plus quelle chaîne pour les grands candidats. Et tous les petits candidats, on les avait mis à la trappe, on les avait fait passer dans un second débat sur BFM TV qui avait beaucoup moins d'importance. Parce que là, il y avait encore une raison c'est bien beau la démocratie, mais faut attirer du spectateur, faut se rentabiliser, faut faire lucratif. Mais globalement, il n'y a pas de en tout cas en France, de journalistes ou de médias qui cherchent à détruire la démocratie. Non, je pense pas, non. Non, je pense qu'ils ont un rôle important parce que sinon, qui irait chercher l'info? Enfin, déjà, je trouve que les gens s'informent de moins en moins, sauf quand c'est en cas de crise sanitaire ou en cas de guerre, ou tu vois ce que je veux dire. Mais pas les jeunes, mais les gens en général, la population. J'ai l'impression qu'ils s'informent de moins en moins et du coup, non, c'est important qu'il y ait des journalistes quand même pour la démocratie. Alors, en soi, je vais te répondre non, parce que normalement, un bon journaliste qui a fait de bonnes études et qui fait un bon travail a une charte morale et éthique. Et se doit toujours de vérifier ses sources, n'a pas le droit de faire de désinformation ou de diffamation. Donc justement, normalement, un journalisme est censé servir les intérêts de la démocratie. On voit même à travers le monde les différentes associations ou les différentes ONG qui essaient de protéger même des journalismes en dictature ou des journalistes censurés. Donc après, oui, il va y avoir des journalistes qui vont mettre le doigt sur des sujets un peu sensibles, controversés, ou alors qui vont prendre pour cible une personne connue, influente, un politique. Après, je pense pas que ce soit une menace pour la démocratie. Je pense que justement un journaliste va plutôt la desservir, quoi. Après, pour moi, c'est si un journaliste fait bien son travail et pas pour des intérêts personnels. Ok. Donc ça dépend. Enfin, finalement, il n'y a pas de
En fait, ça dépend finalement de la tête du journaliste, de la volonté du journaliste, plus que Voilà, ça du va rôle en dépendre soi. aussi surtout de son réseau, de ce qu'il peut dire, de à qui il peut le dire, de quelle information il peut avoir, est-ce qu'il peut avoir accès à des informations très sensibles. C'est vrai que ça aussi, on peut voir les différents scandales qui ont éclaté parce que des journalistes du Canard enchaîné ou de Mediapart ont eu accès à des informations que normalement ils n'ont pas à avoir accès, et ça fait éclater des sujets. Après, je pense que c'est plus une menace pour certaines personnes plutôt que pour la démocratie, parce que en soi, au final, ça a été quelque chose qui limite a servi l'intérêt du plus grand nombre, quoi. Mettre en lumière quelque chose qui bénéficie à certaines personnes pour des intérêts personnels ou des scandales où moralement c'était inacceptable, ça permet de les révéler et justement d'avoir de le faire plus pour le peuple que par intérêt personnel. Donc pour moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de danger justement pour une démocratie comme la nôtre. Alors ça dépend, je veux dire ça dépend du lecteur, parce que déjà je trouve que le journal, enfin c'est pas une généralité, hein. J'essaie de pas en faire une généralité, mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui le journalisme c'est plus du tout comment dire, le journalisme qui est idéalisé où il faut apporter l'information, etc., informer les gens. Il y a beaucoup d'opinions personnelles qui sont données par des articles, et je pense qu'on le lit pas mal aussi dans les articles qu'on a par exemple dans le Guardian, ce genre de choses. Pas mal d'articles qui sont très 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 orientés, et pourtant c'est des médias, ça tend à être des médias quand même très généralistes, et les journalistes ne se gênent pas pour bien orienter ça, et donc ça pourrait biaiser, mais d'un autre côté c'est au lecteur aussi de comprendre que chacun a ses opinions, chacun rédige et chacun écrit selon ses opinions, donc ça faut le savoir, et donc faut qu'ils prennent ce recul là et qu'ils se disent que c'est pas forcément source de pleine réalité. C'est pour ça que je conseille de lire, s'il y a vraiment des articles qui nous intéressent, des secteurs qui nous intéressent, je pense à la géopolitique, etc. par exemple, ce qui est défense aussi, plus lire des choses qui sont des médias qui pourraient se tirer dans les pattes, on va dire, entre des médias qui sont totalement opposés idéologiquement, et pour avoir un avis un peu plus sérieux. Plus nuancé, ouais. Et voilà, et ne pas rester embrigadé dans un seul avis. En gros, je pense que ça dépend vraiment du lecteur. Le journaliste n'influence pas forcément, parce que après, il peut paraître convaincant, ça c'est sûr, mais pour le lecteur, s'il est assez averti, il n'y a pas de souci, je pense. D'accord. Là où on voit les médias sociaux comme les médias d'aujourd'hui et de demain, comment avoir confiance dans l'avenir de la presse ? Avenir qui se profile indubitablement vers une plateforme que l'on sait dangereuse. Stop ! Arrêtons tout. Faisons une pause. On peut reprendre ? J'avoue moi-même être de plus en plus attristé lors de l'écriture de ces lignes. Alors que notre monde traverse une crise sans précédent, que l'entièreté de la population est en attente de son jugement, que la planète meurt à petit feu, tandis que les inégalités sociales explosent, il faudrait en plus que l'une des seules choses qui me rattachent encore à mon enfance soit bousillée, détruite, saccagée par mes propres soins. Serais-je devenu mon propre bourreau ? Est-ce possible de tant aimer souffrir ? Éloignons-nous rapidement de toutes ces considérations métaphysiques, et revenons-en au fait. Qu'en est-il des médias à l'heure d'Internet ? Saisir les évolutions du journalisme revient à s'interroger à la fois sur les mutations d'une palette de savoir-faire et sur les règles d'une profession. Il est impossible de comprendre comment évolue un métier aussi complexe que le journalisme sans chercher à l'inscrire dans son époque. Entre les années 60 et 80 s'opère une concentration des médias, à travers la formation de grands groupes, conséquence d'une concurrence toujours plus féroce, ainsi que des progrès technologiques multiples. Du fait du développement de la radio et de la télévision, les journalistes ont plus tendance à passer d'un type de média à un autre au cours de leur carrière, voire intervenir simultanément dans différents organes de presse de nature différente. Il s'opère alors la bascule que nous constatons aujourd'hui. Désormais, les journalistes ne sont plus seulement ceux qui captent l'information, mais bel et bien ceux qui disposent d'un capital culturel et technique suffisant pour décortiquer, analyser, comprendre une multitude de faits toujours plus complexes. Souvent issus de la petite et moyenne bourgeoisie, cette classe de nouveaux journalistes, diplômés, ayant le plus souvent fait de longues études,
est alors dominante. C'est aussi un métier moderne, qui attire de plus en plus de femmes. Leur nombre toujours plus croissant leur permet de faire entendre progressivement leur voix, notamment à l'époque de mai 68. Parmi les exemples les plus célèbres, nous pouvons penser à Françoise Giron, Michel Cotta ou Catherine Ney, véritables monuments dans le domaine journalistique. Le grand événement marquant de cette époque reste bien évidemment mai 68. Selon l'historien français Jean-François Sirinelli, spécialiste de l'histoire politique et culturelle en France au XXe siècle, mai 68 est la première crise française de l'ère médiatique. Véritable crise sociale et culturelle, l'héritage de mai 68 sur la presse d'aujourd'hui reste considérable. Nombreux sont les intellectuels et journalistes à se revendiquer encore, avec fierté, d'appartenir au mouvement mai 68. A contrario, une large frange plus sceptique, critique envers la pertinence de ses actions, de son idéologie, s'est développée par la suite. Il est ainsi évident que mai 68 marque un tournant dans la société française dans son ensemble. Un tournant qui amène un changement inéluctable au sein de la profession journalistique et des médias en général. Faisons un bond direct dans le temps, afin d'arriver dans les années 90. La période qui s'ouvre avec les années 90 s'amorce par une série de scandales qui altèrent la confiance des Français envers les médias. On peut penser à l'affaire des couveuses de Koweït, la fausse interview de Fidel Castro par Patrick Poivre d'Arvor. Si la télévision est souvent la première accusée, la presse écrite, déjà confrontée pour certains titres à une longue érosion de son lectorat et de ses revenus publicitaires, se voit contrainte de rassurer sur sa probité, son éthique et sa déontologie. Dès lors, dans un contexte de concurrence renforcé par l'essor de l'offre télévisuelle, des gratuits et des sites d'information en ligne, la persistance du maintien d'une offre papier se trouve désormais remise en question. Indéniablement, la presse traditionnelle subit une crise aux racines anciennes, mais qui se généralise et s'approfondit au fur et à mesure de l'avancée du siècle. Tous les indicateurs numériques, que ce soit le tirage, la diffusion, l'influence, la popularité, ne laissent ainsi peu de place à l'optimisme. Dès la fin des années 90, plus un seul titre de la presse quotidienne nationale ne dépasse les 500 000 exemplaires. La gratuité prétendue des autres médias et le manque clair d'innovation poussent les gens à se désintéresser de la plateforme papier. Au début des années 2000 et 2010, ainsi plusieurs journaux emblématiques, comme France Soir, qui sont contraints de ne plus se diffuser en version papier à partir de 2011. L'échec de journaux comme Info Matin, publié entre 1994 et 1995, tout comme celui de Paris le Soir, témoigne d'une saturation d'un marché déjà en état de déclin profond. Marché qui doit se contraindre à de multiples plans de restructuration et de licenciements massifs. Le journalisme serait-il donc mort ? Voilà le pourquoi de notre sujet. Prendre la question en tant que telle reste finalement impertinent, voire dangereux. Certains pourraient y voir comme une sorte de provocation, une insulte à une profession aussi noble et respectée qu'est ce métier. Cela explique, d'ailleurs, le pourquoi des réactions engrangées lors de nos différents entretiens. Il n'y a pas eu en effet une seule personne qui m'ait répondu non, pas une seule qui ne m'ait répondu oui non plus. Il faut dire que la question divise. Les journaux évoluant avec le monde, ce dernier se doit sans cesse d'évoluer, de s'adapter, se transformer. Néanmoins, on ne peut pas demander à la presse l'impossible. À l'heure où chacun peut tout savoir en même temps que tout le monde, où il n'existe plus de sources privilégiées, où le moi prend une part considérable dans notre existence, Internet et les médias du numérique ne participent pas à l'éclosion d'un nouveau média porteur et de principes et idéaux positifs quant à l'avenir de la presse. Comme les professionnels du savoir sont de plus en plus pris par le temps, que ces derniers n'ont plus le temps de réfléchir, qu'ils affrontent, par le biais des commentaires, leur public de manière directe, un public toujours plus exigeant et pitoyable. Une fake news propagée par un journaliste ou un média peut signer la mort de ce dernier. On peut comprendre pourquoi certains s'éloignent progressivement du monde de la presse, se montrant ouvertement critiques face à cette volonté de course sans fin à l'information. Voilà pourquoi le métier de journaliste ne m'intéresse plus. Comment croire en un métier que je vois sans cesse torpillé, critiqué, dénoncé, voire violenté par l'ensemble de notre société ? À l'heure d'un monde où l'émotion prend le pas sur la raison, où l'avis d'une personne célèbre par ses frasques devient plus important que ceux des véritables professionnels, comment continuer à croire en l'avenir ? Pour finaliser cet entretien, et pour revenir de manière plus globale, une dernière question englobe un peu les 4 dernières grandes questions. Est-ce que vous considérez que le journalisme, dans sa forme traditionnelle, dans sa forme que vous avez pu aborder au 19e, au 20e siècle, et par le biais de ces nouveaux médias, par le biais de la transformation des médias écrits, des médias télévisés, des médias oraux, est-ce que vous considérez que le journalisme est mort ? Et que le journalisme est mort, vive le journalisme, entre guillemets. J'ai pas l'impression, non. Il y a de toute évidence des transformations de mode de diffusion de l'information. Il y a des journaux maintenant uniquement
comment on appelle ça, dématérialisé, numérisé. Mais ça ne signifie pas la mort du journalisme. J'ai pas du tout le sentiment. Il y a du ça tout dépend comment vous posez la question. Comme la question porte à la profession, l'organisation de la profession, le métier de journaliste. Si c'est le cas, apparemment, non, il y a toujours les écoles de journalisme. Le métier doit probablement changer avec les grandes presses locales qui fonctionnent assez bien. Donc, si la question porte sur la profession, j'ai l'impression que ça serait non. Bon, après, évidemment, le journalisme, si plus vous m'invitez, je suis plus à l'aise pour y répondre à évoquer ce que je connais, c'est-à-dire ce que c'était le journalisme au début du XIXe siècle, par exemple, mais ça n'a justement rien à voir avec ce qu'il a pu être par la suite, ce qu'il est maintenant. Le journal au début du XIXe siècle, dans les années 1820-1830, c'est presque même pas de l'actualité. Compte tenu de la lenteur de la diffusion du journal, notamment dans l'espace, les journaux diffusaient très peu d'informations factuelles sur l'actualité au jour le jour. C'était plutôt des articles de réflexion, de fond. Voilà. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que peut représenter un journal, je sais pas, comme Ouest France de nos jours. Mais que le fait que le journalisme se transforme complètement en fonction de l'évolution du métier, du lectorat, n'implique pas, bien entendu, une disparition du métier. Il y a une transformation évidente qui, là encore, doit être étudiée par les spécialistes. Mais bon, je ne suis pas si pessimiste que votre question m'invite à l'être. Je comprends, vous avez bien raison. Vous avez bien raison de l'être. Le journalisme est mort. Alors, non, il n'est pas mort, puisque la preuve, il y a toujours des journalistes. Il y a, toi par exemple, tu es en école de journalisme, donc c'est bien pour faire quelque chose après. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il n'est pas mort. Mais après, je pense qu'il y a une partie du journalisme, il y a une partie des gens qui se considèrent journalistes, qui ne le sont pas. Et dans ce cas-là, c'est plus grave. Mais sinon, non, le journalisme n'est pas mort. Et je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas mourir. Parce que c'est juste vraiment transmettre de l'information donc, à une plus grande partie. Donc en ça, je pense que c'est vraiment pas possible que le journalisme meure. D'accord. Voilà. Ok. Parce que tu considères que de manière éternelle ou de manière, du moins, durant les 100 prochaines années, on aura toujours des gens qui seront là pour nous transmettre l'information, pour la vérifier, Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a plus du tout de fait, il n'y a plus rien à dire. Et ça, c'est pas possible. Pour moi, genre... pour moi, comment je perçois le journalisme de base, c'est vraiment genre... soit les grands JT présentés à la télé à 20h, tu vois, où toute ta famille est réunie devant, ou alors c'est la presse écrite très traditionnelle. Et en fait, pour moi, le journaliste de grand JT, il doit avoir un avis très objectif, c'est-à-dire pas porter de jugement, pas donner son avis, son propre avis, mais justement présenter l'information, alors que pour moi, la presse écrite, c'est plus quelque chose de... qu'on va s'approprier, si tu veux, vu qu'en général, on va choisir un journal qui correspond un peu à notre façon de penser. Et en fait, je trouve que avec Internet et tout, la numérisation, des fois, on peut avoir trop d'informations, tu vois. Genre... en fait, genre, je trouve que ça gâche un petit peu, genre... comment dire? T'es toujours là? Oui, bien sûr, je t'écoute. Je t'écoute juste. Ok. Ouais, du coup, je disais, je trouve que genre... putain, attends, 2 minutes. J'attends que la tondeuse passe. C'est bon. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que, genre, le journalisme que tu peux avoir sur Internet, faut faire attention parce qu'il peut y avoir plein de fake news et ça, je trouve que ça nuit au journalisme. Et notamment quand justement tu as affaire aux plus jeunes,
eux, ils savent pas différencier le vrai du faux parce qu'en général, en fait, j'ai l'impression que le fait que ce soit numérisé, ça pousse de moins en moins à la curiosité, mine de rien. Genre, les jeunes, ils prennent l'info comme elle vient et puis ils la comparent pas à d'autres, donc ils savent pas si elle est vraiment vraie ou fausse. Est-ce que le journal... Allô ? Oui, je t'écoute, ne t'inquiète pas. Ah d'accord, c'est ton ordinateur. Exactement. Les aléas du direct. Et oui, et puis du coup, avec la numérisation, je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui prennent le temps de lire la presse écrite. Après, ça c'est mon avis personnel, mais moi je sais que j'aime bien avoir un support papier. Voilà, je trouve ça plus sympa, quoi. D'accord. Avec le café et tout, ça fait très cliché, mais je dis bien. Mais non, en soi, je pense pas que le journalisme est mort, parce qu'en soi, on l'utilise tous les jours, mais traditionnel, peut-être, en voie d'extinction. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Si, complètement, non mais complètement, je trouve ça très intéressant, enfin, globalement, très bien construit. Mais justement, en plus, ça relève quand même une chose, c'est que tu considères que le journalisme dans sa forme traditionnelle est en voie de disparition parce que les gens ne prennent plus aujourd'hui le temps, parce que la société aujourd'hui ne prend plus le temps de s'intéresser à cette forme traditionnelle. À cette forme, oui, c'est ça. Totalement. D'accord. Mais c'est surtout qu'on est dans une société aussi maintenant qui ne prend plus le temps pour rien. On veut aller vite, on veut gagner du temps, donc forcément... aller chercher son journal au bureau de presse, prendre le temps de le lire et tout, laisse tomber, quoi. Les gens maintenant, ils prennent un abonnement numérique et puis c'est bon, quoi. Donc voilà. Après, le journalisme en soi, je pense qu'il mourira jamais parce qu'on en aura toujours besoin pour se tenir informé, mais le traditionnel, celui qu'on connaît depuis très longtemps, je pense que il est un peu en train de crever là. Voilà. Ouais, je comprends. Non, je pense pas que le journalisme est mort. Je pense que le journaliste, ceux qui, j'entends le journaliste comme personne qui exerce la fonction donc de journaliste, donc qui fait ça à plein temps. Je pense pas que ce soit mort. Je crois que c'est beaucoup plus difficile de devenir journaliste avec toute la concurrence des gens qui ne le sont pas à plein temps, mais qui exercent en quelque sorte cette fonction. Je pense pas que le journalisme est mort parce que c'est quand même comment m'exprimer c'est compliqué. Prenez votre temps. Non, d'après moi le journalisme est pas mort. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus informés et à partir du moment où on exerce cette fonction à plein temps, l'information qu'on récupère quand on lit ces journalistes est beaucoup plus complète et donc d'après moi il reste absolument nécessaire, ça serait même vital d'après moi d'avoir des vrais journalistes qui font ça tout le temps et donc c'est pour ça que je dirais que la fonction de journaliste n'est pas morte d'après moi et ne le sera pas avant pas mal de temps. Je dirais oui, dans le sens où il faut quand même que ça évolue à un moment. Les choses, elles peuvent pas forcément rester comme elles l'ont toujours été. Mais c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. En soi, le journalisme, dans son essence, elle reste la même. C'est diffuser une information, qu'elle soit vraie ou fausse, dans un but ou non. Le journalisme, il existera toujours. Après, la façon et les buts qui servent, ça va changer, ça c'est sûr. Je vous rassure, l'heure des pleurnicheries aura assez duré. L'avenir n'est finalement pas si sombre. Avec Internet, nombreux médias indépendants ont émergé, fournissant un travail toujours plus qualitatif. Et c'est bien ce qui sauvera le monde de la presse. Peu importe la forme qu'elle prendra, le besoin de compétences. Depuis l'invention de la presse moderne, chaque personne cherche à s'informer, mais avant tout à bien s'informer. Ce qui ressort de ces entretiens reste cette envie de bien apprendre. L'école nous enseigne à développer notre esprit critique, à savoir argumenter. Et quoi que disent certaines mauvaises langues, non, les Français et les humains en général ne sont pas plus idiots qu'avant. L'homme, avec un grand H, continuera éternellement à privilégier les travaux de bonne facture, à travers des informations sourcées, des articles construits, cohérents, pertinents, et les médias s'inscrivant dans ces valeurs subsisteront. Nous pouvons prendre l'exemple de l'application Squid, qui permet à chaque internaute de lire un article en fonction de ses goûts et humeurs du jour,
ou de manière plus traditionnelle, le groupe Sopress, ensemble de journaux français fondé au début des années 2000 en France, caractéristique des médias d'aujourd'hui. Si certains doivent mourir et regretter la mort de grands groupes, d'autres subsisteront, réinvestiront l'espace laissé vacant. On en revient au principe de destruction créatrice de ce bon vieux Joseph. Le journalisme est donc loin d'être mort, que les étudiants et professionnels du milieu se rassurent. C'est même sûrement que le début d'une grande aventure. Aventure qui, j'espère, marquera notre vie à tous. Merci à tous les intervenants de cette vidéo. Merci à Zachary et Damien pour le montage. Je remercie également toute mon équipe de projet. Et je vous remercie, vous, d'avoir pris le temps de m'écouter. N'oubliez pas que toutes les sources seront en description.